Voilà, nous revoilà. Comme je vous le disais en introduction de cette émission, ça fait 25 ans que je suis sur le territoire américain à suivre la politique américaine, des conventions démocrates ou républicaines. J'en ai vu, j'en ai suivi certaines avec rempli d'émotions. 2004, par exemple, c'était quand même des conventions qui arrivaient après le 11 septembre. Il y a eu évidemment 2008 avec la convention pour Obama, donc en parlant d'élan populaire, qui rappelle l'élan populaire que nous avons en ce moment du côté de Chicago et de le United Center. C'était des moments qui étaient forcément forts. Et bon, avant ça, avant même de venir aux États-Unis, j'avais suivi en 96 celle de Clinton, où, vu de France à l'époque, on avait vraiment le sentiment d'avoir 50 ans de retard sur les États-Unis en termes de génération, en termes d'énergie, en termes de renouveau politique. Nous, en France, à ce moment-là, quelles que soient vos opinions politiques, quelle que soit la valeur de ces présidents-là, mais on avait des présidents qui effectuaient un ou deux mandats, plutôt deux mandats de 7 ans, hein. À l'époque, c'était ça. On était encore dans les générations Mitterrand, les générations Chirac, et puis on voyait quelque chose de complètement différent du côté des États-Unis. Et donc on avait le sentiment qu'il y avait quelque chose de nouveau. On vous a montré les images il y a quelques jours. Justement, je crois que c'était la convention de 1996 où tous les délégués démocrates dansaient, avec d'ailleurs Hillary Clinton sur scène, qui dansait la Macarena. Voilà, je dis pas que c'est ça la politique, il y a un côté sérieux, hein. On est là, la politique, c'est quelque chose qui est aussi respectable. Je sais qu'on a très tendance à critiquer la politique et de pointer du doigt ce qu'on appelle les politiciens. J'essaie de pas trop utiliser ce mot, mais de parler de politique, homme politique, femme politique, plutôt que de politicien. Il y a un petit côté péjoratif. C'est un métier qui peut être aussi, hein, c'est justement l'illustration qu'on a eue hier, qui peut être un beau métier lorsqu'il est fait au service de la communauté. C'est une manière, il y a des tas de manières d'aider sa communauté, d'aider son prochain, et la politique, ça peut être ça. Donc non, la politique, ce n'est pas que danser la Macarena, mais en tout cas, il y avait cette espèce de vent de fraîcheur. Donc j'ai suivi toutes ces conventions au long des années, entre autres des conventions particulières. N'oublions pas celle de 2020, nous sommes en pleine période Covid, et à la fois aussi en période de Trump, qui est à la Maison-Blanche et qui décide d'utiliser, hein, la Maison-Blanche, qui est la maison de tous les Américains, comme l'Élysée en France. L'Élysée n'appartient pas ni à un parti politique, ni au président qui est en place. Le président qui est en place, ce sont nous, les électeurs, qui l'avons mis là, et il doit représenter les électeurs qui ont voté pour lui, mais aussi les électeurs qui n'ont pas voté pour lui. C'est pareil pour la Maison-Blanche, et donc Donald Trump en 2020, qui avait décidé d'instrumentaliser la Maison-Blanche à sa gloire. Donc ce sont des éléments. 2016, la convention, justement, en parlant de Donald Trump, des républicains, qui permet à Donald Trump à la fois de triompher et de laisser présager le pire, ces fameuses images de cette foule de délégués chantant le lock her up, enfermez-la, dès que le nom de Hillary Clinton est mentionné. Donc on sent qu'il y a un changement de ton au sein de la société américaine, qu'il y a cette division, hein, quelque chose qui a été relevé par Barack Obama ou Bill Clinton hier, d'expliquer que on est passé de cette période politique où on n'est plus face à des opposants, mais face à des ennemis. Et que, en fait, et ça a été dit aussi par plusieurs intervenants, que tout ça,
tout ça, cette volonté de placer les Américains contre les Américains, ou les Français contre les Français, ou les Canadiens contre les Canadiens, les Québécois contre les Québécois. Et j'imagine aussi, c'est exactement les mêmes méthodes, parce qu'elles sont vieilles comme le monde, en Afrique, de passer une partie de la population comme une autre partie de la population. Ce sont des stratégies de division pour conquérir le pouvoir par une poignée de certains, pour conquérir les richesses pour une poignée de certains, pour profiter et garder leurs avantages, pendant que le peuple se divise, le peuple se bat et a le sentiment que son voisin n'appartient plus à sa communauté, mais son voisin est son ennemi. Pendant ce temps-là, à la Maison-Blanche, à l'Élysée ou ailleurs, on a les mains libres pour faire ce que l'on a envie de faire, pour servir ses propres intérêts et pour servir les intérêts de celles et ceux qui ont financé votre accession au pouvoir et qui ont facilité votre accession au pouvoir. Et donc, ça a été le tournant majeur. C'est quelque chose qui a commencé aux États-Unis de manière extrêmement forte sous les années Bush, où on a compris du côté de Karl Rove et George W. Bush que pour rester au pouvoir, il fallait diviser l'Amérique. Le 11 septembre a un petit peu changé la donne pour George W. Bush, mais c'est comme ça qu'il est arrivé au pouvoir en 2000. Chez Trump, c'est devenu son seul mode de fonctionnement, diviser le pays, diviser le pays. Et donc hier, on a eu quelque chose, un moment unique, un moment que, très sincèrement, ça m'a tenu éveillé une partie de ma très courte nuit, de me dire, mais ok, sortons de la bulle, sortons du moment. Sortons du fait que je vous fais vivre ces moments en direct et que donc c'est difficile d'avoir le recul lorsque on est pris par les émotions. Hier, si vous étiez avec nous en direct, vous avez vu que lorsqu'il y a eu ce plan qui était un plan de couple qui était absolument pas prévu sur le fils de Tim Walz, Gus, neurodivergent, c'était le terme, je l'ai cherché hier en direct, qui s'est levé en larmes pour rendre hommage à son père. Voilà, submergé par l'émotion. Et donc après, avec le recul, je me suis dit, est-ce que c'est parce que je suis submergé par l'émotion, parce que je suis à la fois quelqu'un qui essaye de vous chroniquer ce qui est en train de se passer en vous donnant le maximum de faits, le maximum de recul, mais en même temps, je suis un père de famille, en même temps, je suis un citoyen qui vit aux États-Unis, en même temps, je fais tout de mon côté à titre d'individu pour empêcher Donald Trump de revenir au pouvoir. Est-ce que c'est tout ce mélange-là qui me fait voir ce qui s'est passé hier d'une manière peut-être fausse, et c'est d'ailleurs pour ça que je souhaite après donner la parole un petit peu plus tard dans cette émission à Alexis pour que lui nous donne son avis. Mais donc ce sont des questions qui m'ont tenu éveillé une partie de la nuit, et la conclusion ce matin, la nuit porte conseil, même si elle a été très brève, la conclusion ce matin, c'était de se dire que non, ce que nous avons vécu hier, les 15 minutes du discours de Tim Walz, oui, évidemment, un discours, on sait, nous ne sommes pas naïfs, un discours qui a été écrit et pensé à la virgule près. Il ne faut pas être naïf. Quand Tim Walz arrive sur scène pour le moment le plus important de sa carrière, de sa vie, c'est sa présentation au public pour arriver à la deuxième fonction la plus importante du pays et sûrement un des postes les plus importants à l'échelle mondiale. Évidemment, la manière dont il va parler, la manière dont il va raconter son histoire, tout ça a été pensé,
Tout ça a été écrit par des spécialistes du discours, a été pesé par des spécialistes du sondage. Chaque idée, chaque formulation a été vérifiée très certainement avec des panels d'électeurs pour voir quel mot avait le plus d'effet sur le public. Il faut le savoir. Mais quand même, nous sommes face à un personnage. Lorsque Thomas m'a demandé de trouver un titre à cette émission, on a choisi le titre de l'ouragan, Tim Walz, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé pendant 15 minutes. Déjà, l'idée de faire un discours condensé en 15 minutes, alors que la soirée d'hier avait commencé, il faut le reconnaître, péniblement, avec Bill Clinton, 78 ans, qui a laissé tomber son discours à un moment et pendant plus de 10 minutes, est parti hors script pour parler. Il y avait, lorsqu'on regarde objectivement la soirée, lorsqu'on compare avec mardi, avec ce fameux roll call, cet appel en musique de tous les délégués, le discours de Michelle Obama, le discours de Barack Obama, on savait que ça serait impossible à espérer arriver à la moitié de la hauteur nécessaire pour atteindre la même énergie. Et puis il y a eu Tim Walz, discours de 15 minutes, discours préparé, mais un discours, et ça on ne peut pas le tricher, dit avec une telle authenticité, une telle sincérité, un parcours qui n'est pas le parcours classique aux États-Unis, mais par exemple en France, où très souvent notre classe politique est passée par l'ENA, par les grandes écoles, par un moule qui va formater très souvent les personnes et qui fait qu'elles sont soit un petit peu à gauche, soit un petit peu à droite, mais finalement ont la même vision de la société. Et là, on a quelqu'un de complètement atypique. Hier, c'était la présentation de sa biographie. Le fait qu'il est né dans un village de 400 personnes, qu'il allait dans une école où il y avait 25 élèves pour toute la communauté. Et justement, sa communauté, le sens de service, d'aider son prochain, quel que soit, d'aider son voisin, quelle que soit sa couleur politique. À 17 ans, Tim Walz, qui rejoint l'armée, comme son père l'a fait. Son père qui s'est battu pendant la guerre de Corée, donc qui rejoint l'armée, qui va rester dans la garde nationale du Minnesota pendant 24 ans, qui après, en sortie de l'armée, va utiliser le GI Bill, qui est une loi qui permet de payer des études supérieures à n'importe quel soldat américain pour le remercier de son sacrifice, pour le remercier de son service. Et donc, il va faire des études pour devenir quoi ? Pour devenir prof. Et pas n'importe quel prof. Un prof de social studies, c'est-à-dire le prof qui va vous ouvrir au monde. Géographie, histoire, société. C'est là d'ailleurs qu'il va rencontrer sa femme, qui est aussi une enseignante. Ils partagent une classe. Et puis un prof qui décide d'aller plus loin et de s'impliquer dans la vie de ses élèves. Les élèves dont certains n'ont pas l'argent pour se nourrir. Et c'est quelque chose qui va rester avec lui. Tim Walz qui, à l'époque, aucune envie de carrière politique, aucune ambition politique. Il est prof, mais il a des étudiants qui viennent en classe et qui n'ont pas les moyens de se nourrir. Et c'est quelque chose d'inacceptable pour lui et pour sa femme Gwen. Et ils vont financièrement payer la cantine et les repas pour ces élèves qui ont faim. Une implication qui va aller du côté de Tim Walz à aller entraîner, devenir coach Tim Walz de ces équipes, que ce soit celle, on a appris, on connaissait évidemment l'histoire au niveau de l'équipe de football américain, mais aussi l'équipe d'athlétisme, et à chaque fois la même histoire, le même succès.
prendre des personnes qui n'ont jamais rien gagné, qui n'arrivent pas à travailler ensemble, et leur faire croire en leur propre, non seulement capacité, mais dans le besoin, la nécessité de travailler ensemble pour réussir ensemble, quel que soit leur parcours, quelles que soient leurs opinions, quelles que soient leurs orientations sexuelles. Et c'est comme ça que Tim Walz réussit une version disneyenne, du rêve américain, amener en 2-3 saisons cette équipe disjonctée de joueurs qui ne se connaissent pas, ne s'aiment pas, ne se respectent pas, les faire croire en eux-mêmes, mais surtout les faire croire en l'autre pour gagner un titre. Cette image hier, avant que ça commence et après en coulisses, on va les regarder, de Tim Walz avec ses joueurs au niveau du lycée, c'est l'Amérique. Et puis ça ne s'arrête pas là. Tim Walz, c'est quelque chose que Cody vous a souligné hier lors de notre émission de Maintenant Matin, ce matin dans Maintenant Matin, le fait que pour la première fois, nous sommes au début des années 2000. La société en France, aux États-Unis, au Canada a évolué. Mais dans les années 2000, être gay ou d'être d'une sexualité différente de celle qui est considérée comme la norme, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, d'extrêmement honteux. On est encore dans une société du placard. Et là, Tim Walz, qui représente d'habitude ce qui est le contraire des sensibilités liées à ces problèmes, à ces enjeux-là, c'est le coach de l'équipe de football. Vous avez vu toutes ces séries américaines où d'un côté il y a les membres de l'équipe de football qui s'attaquent en permanence aux plus faibles. Tim Walz, lui, va leur tendre la main et va devenir le conseiller du premier groupe d'étudiants LGBTQ du lycée où il enseigne. Et puis après, Tim Walz qui va se lancer en politique tout en vivant une épreuve personnelle, ce qu'il a appelé l'enfer de l'infertilité, dans l'impossibilité d'avoir un enfant, et puis finalement la naissance de Hope, qui était présente hier, la naissance de Gus, qui était présent hier, et aujourd'hui, ce rendez-vous avec l'histoire. Et donc hier, j'ai vécu tout ça, j'ai re-regardé tout ça, je suis allé chercher des extraits pour vous, et plus que jamais, je suis convaincu que nous avons assisté à un moment séminal de l'histoire politique, ou l'histoire tout court des États-Unis, que le rendez-vous avec l'histoire, le discours, le personnage, le moment de grâce et d'émotion avec son fils, c'est quelque chose dont on parlera encore dans 20 ans, dans 50 ans, et que notre fierté à Cody, à Thomas et à moi, c'est de vous l'avoir fait vivre en direct, de vous avoir donné l'occasion et de nous avoir donné l'occasion de dire « j'y étais, j'ai vu, j'ai vécu, j'étais vivant ». À tout de suite.
je voulais vous dire tout ça. Beaucoup de mots, beaucoup de paroles. Maintenant, on va regarder un peu plus des images. Et donc, on va revenir sur cette journée particulière de Tim Walz. Et on va revenir sur le coup de téléphone qu'il a reçu de Kamala Harris. Évidemment, on a encore cette fois-ci dans la mise en scène de la politique. Hein. Il faut pas non plus tomber dans cette espèce de béatitude, mais c'est un moment que je voulais vous partager. Petite parenthèse, entre-temps, j'ai vu que mon ami, notre maître Eolas était là. Il faisait un parallèle avec la plaidoirie et il a complètement raison. Je vous rappelle qu'on retrouvera maître Eolas et j'aurai l'honneur de l'accompagner samedi dans une prochaine émission de Sentinelle. Donc voilà, reprenez des forces et on parle de politique américaine samedi. Voilà. Fin de la petite parenthèse, on retourne donc sur ce moment magique de Tim Walz et donc cet appel de Kamala Harris pour souhaiter bonne chance, hein, pas de pression, souhaiter bonne chance à Tim Walz avant son moment. On regarde tout de suite. Tim, it's Kamala. How are you feeling? I'm feeling great. How about you? I'm good. You're going to be fantastic tonight. Well, I'm ready. Thanks for the opportunity. It's going to be electric in there, and the messages this entire week are so great. So go down there and deliver a freedom speech. That's right. And you know what? Just feel the love in the room. It's if we've been seeing it everywhere we go. Enjoy the moment. It's a special night for you. Well, thank you, and it's good advice. I am really looking forward to it. I think the Minnesotans are going to be pretty close up, so it'll be fun. We'll talk to you when it's over. I'll talk to you when it's over. Take care, buddy. I'll talk to you soon. Bon, on remarquera, cette fois-ci, il a décroché au téléphone. Hein. On se rappelle que lorsque Kamala Harris a essayé de l'appeler pour lui annoncer qu'elle l'avait choisi comme colistier, il n'avait pas répondu au téléphone parce que il n'avait pas reconnu le numéro de téléphone qui s'affichait sur son écran. Bon, ça n'a pas été le cas et donc hier, ce moment, on l'a attendu, je vous l'ai dit, dans une soirée qui a eu du mal à commencer, qui a été un petit peu même pénible à démarrer avec le long discours de Bill Clinton, un discours certes intéressant, on l'a senti complètement sincère, mais un long discours après le discours de Nancy Pelosi qui a des qualités, mais peut-être pas celle d'être une très bonne oratrice, on dit ça. En tout cas, c'était pareil, puis des intervenants qui étaient plus ou moins connus. Et puis enfin, heureusement, il y a eu Josh Shapiro qui a fait lever la salle. Il y a eu Mayor Pete Buttigieg qui a fait exploser aussi la salle dans un très bon discours, dont une attaque sur J.D. Vance qui a été la cible. Hein. Il n'y en a pas eu que pour Donald Trump, il y en a eu aussi pour J.D. Vance, donc qui a été la cible de Mayor Pete. Et puis l'intervention surprise, hein, finalement, elle est quasiment éclipsée. C'est aussi pour vous permettre de juger de la performance de Tim Walz. Avant Tim Walz, il y a eu Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, c'est la personnalité, ou en tout cas une des personnalités les plus populaires des États-Unis. C'est comme si vous preniez le classement, je pense c'est le JDD qui fait ça en France, et que vous regardiez qui on a parmi les 5 premières personnalités, que ce soit du Jean-Jacques Goldman, du Omar Sy ou par exemple Teddy Riner, et de se dire, ok, ces gens-là, ils viennent parler, la salle explose, et puis le lendemain, on n'en parle même pas dans les médias, ou très peu, parce qu'ils ont été éclipsés par le discours du politique derrière. C'est le monde à l'envers. Normalement, l'attention est sur les stars. Là, l'attention est sur Tim Walz et son fils Gus. Et son fils Gus, j'insiste là-dessus. On va y revenir, évidemment. Et donc, Oprah, qui est venue s'adresser aux indépendants, aux électeurs républicains,
en leur expliquant que c'était la chose à faire. Elle n'a pas été la seule, on a eu aussi, et il faut le ressouligner, c'est extrêmement important, ils sont présents tous les jours dans cette convention, des élus républicains, des citoyens républicains, des proches de Donald Trump, qui sont venus parler pour affirmer que une victoire de Donald Trump serait une catastrophe pour le pays et qu'il fallait oublier les étiquettes politiques, il fallait oublier les étiquettes politiques pour devenir patriote, et voter pour Kamala Harris et Tim Walz. D'ailleurs, en parlant de moments politiques, et c'est vrai qu'elle a été assez silencieuse ces derniers jours, il y a une rumeur au niveau du DNC. Donc ce soir, on a l'emploi du temps, mais il y a beaucoup de vide dans cet emploi du temps. Il y a un vide qui pourrait correspondre à une pause musicale. Donc il y a eu la rumeur Beyoncé, il y a eu la rumeur Taylor Swift. Peut-être ça ne sera pas le cas, on va le voir. Les artistes qui étaient identifiés comme présents à cette convention, comme John Legend par exemple, ont déjà chanté. Donc peut-être ce soir, donc c'est encore une raison supplémentaire de nous suivre en direct, une intervention d'une star. Mais il y a aussi un spot d'intervenant qui est toujours anonyme, et la rumeur du côté de Chicago, c'est qu'une rumeur pour l'instant, c'est que ce spot va être attribué à une grande personnalité républicaine. Donc certains ont dit Mike Pence, je ne pense pas, je pense plutôt que ça peut être quelqu'un comme Liz Cheney. On va voir, ce serait complètement fou de penser que la fille du vice-président de George W. Bush, Dick Cheney, soit aujourd'hui à la convention démocrate. On vivra ça. Mais en tout cas, il y a eu tout ce discours-là pour ensuite arriver à un moment qui est important, qui a été la présentation biographique de Tim Walz. On va pas le regarder en entier parce que la version est assez est longue, ça dure près de 4 minutes, mais le début de ce film biographique, de ce spot biographique qui a été présenté, c'est Gwen Walz qui est en train de parler, qui parle de son mari. On regarde ça tout de suite. Out here in the wide open spaces, we are reminded of the values we share: a commitment to community, country, and standing up for what's right. Tim Walz grew up in a small town in Nebraska where he spent summers working the family farm. There were just 24 students in his graduating class. His dad served during the Korean War, and that meant a lot to Tim. So he enlisted right after his 17th birthday and served 24 years in the National Guard, rising to Command Sergeant Major. Tim went to college on the GI Bill and became a social studies teacher. That's where Tim and I met. We shared a classroom with a divider right down the middle. His classroom was a lot louder than mine, but I could hear how engaged his students were. Tim taught for over 15 years, and he coached football, helping lead the team to a state championship after 0 wins just a few years before. Tim taught them how to believe in themselves and that we're all in this together. When one of our students started the school's gay... Donc voilà, le coach Walz avec son succès. J'essaierai de poster tout à l'heure l'intégralité du spot sur mon compte X. C'est une des raisons pour laquelle je verse de l'argent tous les mois à Elon Musk. C'est la possibilité de vous partager des vidéos qui sont un petit peu plus longues que ce qui est autorisé lorsque vous ne payez pas pour la pastille bleue. Voilà, deuxième petite parenthèse. Et puis, donc, il y a eu ces anciens élèves qui sont venus témoigner. Il y a eu la présence sur scène, c'était une surprise, de son équipe universitaire qui est venue. Cette fameuse équipe qui l'a amené à la victoire d'être le champion
de l'État. Il les a retrouvés après, on a la photo, il les a retrouvés après en coulisses où ce sont ses anciens élèves autour de lui qui lui ont signé un ballon. Écoutez, on a même le moment, hein, c'est quelques secondes, il sort de la scène et donc pour vous montrer la réaction lorsqu'il se retrouve après son discours. On est vraiment quelques secondes après son discours, il se retrouve avec ses anciens joueurs et ses anciens élèves. On regarde ça tout de suite. Hey! Thank you all so much. Look at this. Thank you all. I can't tell you, Ron. Our pleasure. It all started with this. Yeah. Really appreciate you guys making the time to come here. This can be a good thing. For sure, we can do our politics right. Way to kick it off. It's amazing you get this. Yeah, thank you. Donc voilà, des images, et c'est un point que soulignait encore une fois Cody ce matin dans notre émission quotidienne maintenant matin, le fait que normalement, hein, l'électorat qui est autour de Tim Walz sur cette photo, ben c'est le cœur de l'électorat de Donald Trump. Donc on sent qu'il va chasser sur ces terres-là. On va retourner quelques secondes en arrière et justement, je vais vous partager un petit clip vidéo qui a été tourné par Alexis Buisson, que nous allons recevoir dans une dizaine de minutes. Et donc, Alexis qui a filmé, donc c'est un autre point de vue, qui a filmé depuis sa place au United Center de Chicago. Vas-y, tu peux... voilà, on voit l'arrivée de Tim Walz qui est donc acclamé par une salle qui n'était pas endormie mais quand même, et donc voilà, et donc là il se lance dans son discours, un discours de 15 minutes. On aurait pu presque passer la totalité, mais je vous invite à aller revoir l'émission de cette nuit où justement on vous a fait vivre ce discours. J'ai sélectionné quelques extraits, et le premier extrait que l'on va voir, c'est lorsqu'il revient sur, parce que c'est quelque chose aussi d'inattendu, sur sa relation avec les armes, d'accord ? Le fait que c'est quelqu'un qui a servi pendant 24 ans dans l'armée, dans la garde nationale du Minnesota, donc qui a pratiqué les armes, qui est un chasseur, il est, comme il explique, il est quelqu'un qui est un excellent tireur, il a gagné des concours de tir. Non, c'est vraiment le CV parfait. Il a gagné des concours de tir, surtout lorsqu'il était élu au Congrès en tirant mieux que certains républicains. Donc c'est quelqu'un qui a eu pendant des années la NRA, donc l'association qui fait le lobbying pour les armes, la National Rifle Association, note les politiques pour aider leurs adhérents à voter pour tel ou tel candidat, en disant votez pour ce candidat, il est pour le deuxième amendement et le fait qu'il n'y ait aucune loi de restriction sur les armes. Et pendant des années, Tim Walz a eu une note de 20 sur 20. La NRA envoyait de l'argent pour aider aux campagnes de Tim Walz parce qu'ils estimaient que c'était un bon défenseur de la cause des armes. Et puis un jour, il y a eu une tuerie dans un lycée. Sa fille, Hope, est venue le voir en lui disant « Tu es le seul élu que je connaisse, il faut faire quelque chose. » Et du coup, il a renvoyé son argent à NRA et il a changé sa position en disant « Je suis pour le second amendement, pour le droit de posséder des armes, mais ce droit ne doit pas ne pas être accompagné de responsabilité. » Et donc, il a parlé de ça hier. On écoute Tim Walz sur les armes. Look, I know guns. I'm a veteran. I'm a hunter. And I was a better shot than most Republicans in Congress, and I got the trophies to prove it. But I'm also a dad. I believe in the Second Amendment.
but I also believe our first responsibility is to keep our kids safe. Donc Tim Walz qui a été aussi donc la responsabilité de tout faire pour permettre à nos enfants d'aller à l'école sans se faire tirer dessus, d'être safe. Il a également fait un appel du pied. Il est là aussi pour parler à ses électeurs qui n'ont pas encore pris de décision, ces fameux indécis, les undecided, comme on dit aux États-Unis, en leur expliquant ce que Kamala Harris, présidente, souhaite faire pour le pays. On écoute Tim Walz. So here, this is the part, clip and save it and send it to your undecided relatives so they know. If you're a middle-class family or a family trying to get into the middle class, Kamala Harris is going to cut your taxes. If you're getting squeezed by prescription drug prices, Kamala Harris is going to take on Big Pharma. If you're hoping to buy a home, Kamala Harris is going to help make it more affordable. And no matter who you are, Kamala Harris is going to stand up and fight for your freedom to live the life that you want to lead. Because that's what we want for ourselves, and it's what we want for our neighbors. Donc voilà, un programme social et économique en direction de la classe moyenne, accès à la propriété, baisse des prix des médicaments, baisse des prix tout court. Donc ça a été aussi un moment fort. Et évidemment, avant de parler de l'interaction avec son fils, l'autre moment fort, c'est la conclusion de son discours, qui est une conclusion qui, je vous le garantis, a parlé à n'importe quel Américain. Vous n'avez sûrement pas, ou en tout cas, même si vous en avez une idée, il faut être impliqué dans la vie de la société américaine pour comprendre combien le sport ici fait partie de la fabrique de ce monde, de l'ADN de ce pays, la compétition, les valeurs, l'exploit, le dépassement de soi, la culture du football, American football, encore une fois. Et donc, c'était vraiment... Et on vous fera une émission de la chute sur le sport et la politique parce que c'est d'autant plus nécessaire aujourd'hui. Et donc, Tim Walz qui a décidé de conclure sur cet aspect-là, de conclure non pas en tant que Tim Walz, gouverneur du Minnesota, candidat au poste de vice-président, mais Tim Walz, ancien coach, et donc de dire « je ne suis pas habitué à faire ce genre de grand discours, mais par contre j'ai une expérience, l'expérience c'est de motiver mes joueurs », et donc il est parti dans cette comparaison pour motiver. Nous sommes à 75 jours de l'élection en disant voilà, c'est le 4e quart-temps. On a 3 points de retard, mais on a la balle à la main, on a la meilleure équipe et on va se battre centimètre par centimètre et on va gagner. On écoute Tim Walz. You know, you might not know it, but I haven't given a lot of big speeches like this. But I have given a lot of pep talks. So let me finish with this, team. It's the 4th quarter. We're down a field goal, but we're on offense and we've got the ball. We're driving down the field. And boy, do we have the right team. Kamala Harris is tough. Kamala Harris is experienced, and Kamala Harris is ready. Our job for everyone watching is to get in the trenches and do the blocking and tackling. 1 inch at a time, 1 yard at a time, 1 phone call at a time, 1 door knock at a time, 1 $5 donation at a time. Look, we got 76 days. That's nothing.
C'est rien, 76 jours, 75 maintenant, c'est rien. Nous dormirons lorsque nous serons morts. On ne va rien garder, on va tout donner sur le terrain pour gagner ce match-là. Donc évidemment, acclamation, c'était un moment extrêmement fort, mais le moment le plus fort. Et hier, vous avez vu ce moment-là, vous l'avez vécu en direct lors de notre édition spéciale. On est revenu dessus dans notre édition matinale. C'était le milieu de la nuit aux États-Unis et je vous disais deux choses. Je vous disais que... Trois choses. Je vous disais que... un, c'est le moment dont tous les médias américains allaient parler au lever. Et c'est le cas. Depuis ce matin... La vidéo, donc il est midi actuellement sur la côte ouest, depuis ce matin la vidéo de Doug, donc le fils, l'adolescent de Tim Walz, qui est neurodivergent, qui a des problèmes pour exprimer ses émotions et qui a complètement craqué hier quand son père a parlé de l'amour qu'il avait pour cette famille. C'est le sujet aujourd'hui, c'est numéro 1 sur Twitter, et c'est ce moment qui n'est pas écrit, qui échappe à la logique de préparation de ces discours, qui vous permet de gagner une élection. Donc la première chose qu'on va faire, on va revoir ce moment de pur amour. Allez, c'est parti. The sight of his son Gus and his daughter Hope weeping as their dad took to the stage is really something. It took Gwen and I years, but we had access to fertility treatments. And when our daughter was born, we named her Hope. Hope, Gus, and Gwen, you are my entire world, and I love you. I'm letting you in on how we started a family. Donc, c'est mon père. C'est des moments qui se trichent pas. Et c'est impossible d'être devant son écran, en être humain, en père, en mère. C'est pour ça on va écouter la réaction d'une journaliste, d'une chroniqueuse sur MSNBC. C'est impossible de ne pas voir ce moment-là et de se dire un enfant qui réagit comme ça, avec cette sincérité, par rapport à son père, c'est un enfant qui aime son père. Et donc ça veut dire que ce père, c'est un bon père. Et si c'est un bon père, c'est un bon gars. Et si c'est un bon gars, c'est quelqu'un qui sera un bon vice-président. Si sa famille est autant attachée à lui, c'est qu'il s'occupera bien de nos familles. Et ce moment-là, dans la prochaine partie de l'émission, on va revenir justement sur les sondages, on va revenir sur un des effets, le troisième que je mettais en avant, le fait que Donald Trump sait que ces images sont les plus efficaces que n'importe quel spot de campagne, ce qui l'a obligé à réagir d'une manière violente dans l'urgence. On va écouter un peu plus tard Donald Trump qui est intervenu ce matin tôt sur Fox News, mais ces images, c'est le petit plus qui permet une victoire en novembre. On a Thomas, ce cliché de ce selfie, par exemple, de Tim Walz avec son fils. Donc, c'est le genre de photos aujourd'hui, si vous vous promenez sur les réseaux sociaux. Voilà, et donc, on se retrouve face à un homme politique qui nous ressemble, qui ressemble à l'Amérique, qui est d'une authenticité, d'une sincérité à laquelle nous ne sommes plus habitués. On va écouter la réaction justement de Jen Psaki sur MSNBC.
The sight of his son Gus and his daughter Hope weeping as their dad took to the stage is really something. Jen? I mean, I love Gus Walls. I'm going to start ugly crying right now talking about him, just watching his kids react to him. I know. but watching his kids react to him, I mean, as a mom, you know he's a good guy, you know, because if you can have kids who wear their hearts on their sleeves like that as adults, you know he's a good guy. But I was watching that thinking, what percentage of people in that room knew who he was 4 weeks ago? Yes. A tiny percentage of people. And now he is like everybody's coach, everybody's teacher, he's the neighbor. And it wasn't, to Lawrence's point earlier, a partisan speech. I mean, I loved that line. I also loved in the beginning when he said, growing up in a small town like that, you learn to take care of each other. The family down the road, they may not think like you do, they may not pray like you do, they may not love like you do, but they're your neighbors and you look out for them. And that is a harken back to Obama in 2004. It is also an incredibly powerful, joyful message to the public after years of being downtrodden by the world of Trump. Voilà, c'était notre première partie sur l'ouragan Tim Walz. On va faire une pause, le temps de se connecter avec Alexis Buisson, notre invité. On va reparler de cet événement. Il était là. Il était au cœur de cette foule à ce moment-là. On va évidemment lui demander comment il a vécu, comment il a perçu ce moment-là, mais comment aussi les gens autour de lui, les délégués démocrates ont perçu ce moment-là. On va parler de Kamala Harris. Je vous rappelle qu'il est biographe de Kamala Harris. C'est tout de suite, c'est dans le récap, le 26e épisode du récap de la chute. À tout de suite.